C'est Yves Saint-Maurice, c'est moi qui va animer le panel qui s'intitule Finances publiques à la croisée des chemins. Je vais être en compagnie de 3 experts qui sont passionnés par les finances publiques et par les politiques publiques. Donc, je suis content de les avoir avec moi aujourd'hui. Alors, je m'empresse de vous les présenter tout de suite. Alors, on a Luc Godbout. Luc Godbout qui est professeur à l'université, à l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke. Il est aussi titulaire de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Alors, bienvenue Luc. Merci d'avoir accepté d'être au panel. On a aussi Justin Leroux. Justin Leroux qui est professeur d'économie appliquée au HEC. Il est aussi chercheur et fellow et chercheur principal en développement durable au Cyrano et il est également un membre de l'Institut canadien pour les choix climatiques. Et nous avons aussi Geneviève Tellier, qui est professeure titulaire à l'école d'études politiques de l'Université d'Ottawa, où elle enseigne essentiellement les cours au programme d'administration publique, donc surtout sur les politiques budgétaires des provinces canadiennes. Donc, je vous explique un peu le déroulement du panel. Avant tout, moi, en tant qu'animateur, je me réserve le droit d'ouvrir le panel avec une légère introduction. Ensuite, chacun des panélistes aura environ 8 minutes de présentation. On ouvrira ensuite une discussion d'environ une vingtaine de minutes. Et il y a aussi une période de questions de la salle d'une durée d'environ 10 minutes. Donc, je vous invite tout de suite, si vous avez des questions tout au cours des présentations des panélistes ou lors des discussions, de les faire parvenir au niveau du chat, au niveau du Zoom. On aura ensuite un mot de clôture qui viendra, qui sera fait par Luc Godbout. Alors, on a eu une excellente introduction avec les capsules, donc je vais essayer de synthétiser tout ça. Donc, on sait que la pandémie a laissé quand même des cicatrices sur les finances publiques, notamment avec les nombreuses interventions qu'il y a eu au niveau des gouvernements. On voit des cicatrices au niveau de l'équilibre financier, par exemple. On sait que le gouvernement du Canada a un déficit record de 354 milliards pour l'exercice 2021. Donc, c'est quand même assez important. 15 milliards pour le Québec. Donc, ce sont des déficits quand même assez imposants. Au Canada, on n'a pas encore de plan de retour à l'équilibre budgétaire. Donc, il n'a pas été présenté par le gouvernement du Canada. Au Québec, on s'attend à un équilibre budgétaire de retour en 27-28, donc d'environ 7 ans. Par contre, il reste encore beaucoup d'imprécisions sur comment on va faire pour retourner l'équilibre budgétaire. Deuxième élément important, c'est qu'aussi on se retrouve avec un endettement quand même assez élevé, quand même assez important au niveau du Canada avec 50% du PIB, un déficit qui dépasse les 1 000 milliards. Et je me mets à la place d'un contribuable québécois qui a aussi une dette du gouvernement supportée de 50% du PIB. Mais si on rajoute aussi de la dette fédérale qui revient aux contribuables québécois. Finalement, c'est une dette qui équivaut à peu près à 100% du PIB québécois pour un contribuable au Québec comme tel. Donc, c'est quand même, et je n'irai pas dans les questions de savoir est-ce que c'est gérable ou pas. Je vais plutôt vous mentionner que c'est quand même un élément quand même assez important. Ça nous enlève quand même une certaine marge de manœuvre, qui est perdue et qui peut être, lorsqu'on fera face peut-être à d'autres crises ou à d'autres éléments importants, d'autres actions importantes ou événements importants dans le futur qu'on pourrait avoir comme marge de manœuvre comme tel. Donc, ça nous met quand même plus à risque pour des événements futurs au niveau du gouvernement. Ça étant dit, la pandémie nous a peut-être aussi fait oublier ou détourner l'attention sur certains enjeux de long terme. Là, je parle plus spécifiquement, par exemple, du vieillissement de la population. C'était un enjeu qui existait avant la pandémie. Donc, le vieillissement de la population qui touche peut-être plus le Québec, peut-être plus les provinces maritimes qui ont un vieillissement de la population plus important. Donc, quand on parle de vieillissement de la population, on parle impact sur la croissance économique aussi parce qu'il y a un bassin de main-d'œuvre qui est quand même vieillissant, impact sur les coûts de santé pour avoir effectivement des effets importants sur les finances publiques. Donc, ça, c'est un élément important. Vieillissement, ça existait avant la pandémie. Ça reste toujours là. Deuxième élément, évidemment, tout ce qu'on parle des changements climatiques est un sujet de l'heure, qui est un sujet extrêmement important parce qu'il y a des impacts sur l'économie actuellement et des impacts potentiels très importants aussi sur le futur, sur l'économie du futur. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est peut-être un peu mis de côté pendant la pandémie, peut-être qu'il y avait urgence de répondre justement à cette pandémie-là. Troisième élément que j'aimerais apporter, c'est peut-être aussi au niveau
les inégalités, c'est-à-dire que la pandémie a aussi exacerbé peut-être les inégalités dans la société. On le sait, il y a des recherches, on en a parlé ce matin, d'ailleurs, les jeunes ou les femmes ont été durement touchés dans l'économie. Donc, il y a des secteurs aussi économiques qui ont été fortement touchés. On parle tout le secteur du tourisme, tous ces secteurs de transport. Donc, ces secteurs-là ont été fortement touchés. Donc, il faudra penser à réinvestir justement pour ramener justement ces inégalités-là qui étaient avant la pandémie. Donc, avant la pandémie, on rêvait, en fait, on avait espoir d'une économie plus prospère, une économie plus verte, une économie plus juste, plus équitable. Et j'ai l'impression qu'avec la pandémie, on s'est retrouvé justement avec une économie qui est moins verte, avec une économie qui est moins juste, avec une économie qui est moins équitable. On se retrouve aussi avec des finances publiques qui sont dans un moins bon état, donc un peu affaiblies par la pandémie, mais il faut quand même repenser à réinvestir dans ces éléments-là, dans les changements climatiques, voir à faire ce qu'on peut faire pour les inégalités sociales, voir à ce qu'on peut faire pour assurer de la soutenabilité aussi des finances publiques, des gouvernements dans le futur, notamment avec le vieillissement de la population. Donc, le panel aujourd'hui, c'est les finances publiques à la croisée des chemins. Donc, c'est un peu la question que je pose à mes experts qui sont là. C'est-à-dire qu'on a des finances publiques qui sont affaiblies, mais on a toujours les mêmes espoirs d'avoir une économie plus verte, plus juste, plus équitable. Et on se dit, est-ce qu'on est toujours capable de réussir à atteindre ces espoirs-là avec des finances publiques qui sont plus faibles? Donc, c'est un peu la question que je pose. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'il va falloir mettre les bouchées doubles? Quelles seraient les conditions respectives justement pour réussir à revenir à ces espoirs-là, à atteindre ces espoirs-là? Donc, je vais passer tout de suite la parole à Geneviève, qui peut-être nous pourrait peut-être, comme son expertise est beaucoup pan-canadienne, peut-être nous faire part de ses réflexions face à ce sujet-là avec un aspect beaucoup plus canadien. Donc, tout de suite, je te laisse la parole, Geneviève, au niveau de ta présentation. Merci beaucoup Yves. Merci pour la belle introduction aussi. Je pense que tu mets très bien la table. Puis j'aimerais aussi remercier la chaire de m'avoir invité puis d'avoir organisé ce colloque-là. Je pense enfin, ce que j'ai entendu ce matin, c'était très intéressant. Puis j'espère qu'on va poursuivre dans la même lignée. Juste en passant, j'avais des petits problèmes de connexion tantôt. Alors, ma caméra fermait puis ouvrait. Là. Alors, si ça va mal, faites-moi un signe. Puis je vais essayer de régler la situation. Je me suis sentie interpellée vraiment par le titre du panel « Finances publiques à la croisée des chemins ». Puis c'est un peu sur ça que je veux réfléchir. Puis la question que je veux poser, c'est est-ce que la pandémie pourrait être considérée un élément transformateur pour les finances publiques? Donc, je ne parle pas juste de petits changements, là, mais vraiment d'une transformation, même d'une révolution pour les prochaines années, les prochaines décennies. Donc, je m'intéresse pas mal au long terme. Puis j'ai envie de donner une réponse positive ou optimiste à ça, mais avec des bémols. Alors, il n'y a rien qui est garanti. Je peux juste sortir des hypothèses, avancer des idées, puis vous dire un petit peu ce que je sens se dégager pour l'instant. Mais on est en plein milieu de la crise, alors tout reste encore à être analysé et décortiqué. Et d'ailleurs, j'aimais beaucoup la fin du vidéo parce que malheureusement, la pandémie a été une catastrophe personnelle pour à peu près tout le monde, mais sur le plan de la recherche en finances publiques, je veux dire, ça ouvre un chantier absolument fascinant en ce moment. Donc, on est dans une période très stimulante intellectuellement, mais évidemment, c'est quand même une période qui est très difficile à bien d'autres égards. Je voudrais commencer en disant que historiquement, les crises majeures ont eu des répercussions durables sur les politiques budgétaires des gouvernements. Ça a existé des cas comme ça. Pensons à la Première Guerre mondiale, on l'a montré dans la vidéo par ailleurs, où là, on a mis en place l'impôt sur le revenu des particuliers dans sa forme moderne. Il y en avait un avant, mais pas selon les principes qu'on connaît en ce moment. Un impôt qui était censé être temporaire par ailleurs, mais qui était devenu permanent. On pense aussi à la crise des années 30 qui a aussi été transformateur, en ce sens que jusqu'alors, les programmes publics n'existaient presque pas sur la scène provinciale ou fédérale. La charité venait des municipalités et c'est durant les années 30 que les provinces et aussi le fédéral ont pris en charge tout ce qui était l'aspect politique, social, d'aide, la redistribution de la richesse aussi. Donc, il y a eu un effet important.
Puis ensuite, la Deuxième Guerre mondiale aussi a eu des changements. On l'oublie souvent, mais ça a aussi transformé beaucoup l'impôt parce qu'on a comme changé un peu la structure de la fiscalité pour inclure la classe moyenne. Donc, l'impôt qui avait été mis en place en 1917, c'est à peu près les plus riches qui payaient un impôt sur le revenu. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, on a étendu, premièrement, on a augmenté les taux d'imposition, puis on a étendu ça à la classe moyenne. Donc, l'idée que la classe moyenne devait aussi participer au financement des programmes publics plus généreux. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre les crises pour voir des changements majeurs en termes de politique publique? Parce que ça semble être le cas. Une réponse avait été amenée par deux chercheurs britanniques dans les années 60, Peacock et Wiseman. Peut-être que certains connaissent leur théorie, qui est la théorie du déplacement. Displacement Effect, qui disait essentiellement il y a une tendance naturelle à l'État pour augmenter les budgets. Alors, l'État va toujours vouloir faire plus que moins. C'est même dans la nature des politiciens de vouloir dépenser davantage que de restreindre les finances publiques. Mais il y a un frein à ça. Et le frein, c'est l'opinion publique, c'est les contribuables. Les contribuables n'aiment pas être taxés. Et donc, quand le gouvernement envisage des nouveaux programmes, il doit penser à la façon dont ça va être reçu par la population et les contribuables. Et en général, il ne pourra pas aller de l'avant ou il n'y aura pas les outils de son ambition. Par contre, en période de crise, les réticences s'amenuisent et c'est pour ça que les crises sont les événements majeurs pour changer, transformer un peu les choses. Et donc, les gens sont davantage prêts à payer plus de leur poche parce qu'ils voient un intérêt collectif qui bénéficie à tout le monde, à eux et à d'autres. Et donc, ils sont prêts justement à avoir une partie de leur revenu aller entre les mains de l'État. Et une fois la crise passée, bon, on s'est habitué à cette nouvel état des choses, puis on accepte le fait et donc on ne revient pas à ce qui était avant. Et donc, je pense que cette théorie-là explique bien, ou pourrait bien expliquer ce qu'on voit avec la crise actuelle. C'est-à-dire qu'on est dans une crise profonde. On a vu beaucoup de problèmes, notamment en santé, mais ailleurs aussi. À vrai dire, la crise a mis en relief beaucoup de failles qui existaient déjà, mais qu'on n'observait peut-être pas directement. Et donc, il est fort possible qu'en ce moment, que la réticence des contribuables soit beaucoup moindre que ce qu'elle a été il y a l'an passé, par exemple, ou il y a 5 ans, ou il y a 10 ans. Et donc, le moment serait peut-être bon où les gens seraient peut-être davantage enclins à accepter une hausse de leurs impôts parce qu'ils verraient que ça servirait à financer les CHSLD, les soins de santé, l'éducation, l'économie verte, aussi la transition, etc. Donc, la crise actuelle, qui n'est pas une crise économique, puis c'est peut-être ça aussi qui va jouer, c'est qu'on a déjà eu d'autres crises. Je pense à la crise de 2008-2009, elle aussi a été importante, mais ça n'a pas été suffisant pour faire changer l'opinion des gens à propos de la fiscalité. Mais la crise actuelle, qui n'est pas économique, pourrait justement offrir on appelle ça une fenêtre d'opportunité pour changer, réfléchir à la fiscalité. Je vous dirais que ça s'est peut-être un petit peu passé aussi aux États-Unis avec le 11 septembre. Où là aussi, il y a une crise majeure pour les Américains. Donc, on n'a pas vu l'effet ici au Canada, mais si on repense à tous les budgets de la défense, les budgets militaires qui avaient diminué, ils se sont mis à réaugmenter par la suite. Et donc, ça l'explique à une plus petite échelle un peu l'impact qu'on peut avoir avec les crises. La question, par contre, c'est est-ce que les gouvernements vont vouloir agir? Alors oui, il peut y avoir les contribuables et la population, mais de l'autre côté, il y a les partis politiques qui jouent un rôle essentiel. Et donc, est-ce qu'il va y avoir une volonté de la part des gouvernements de saisir l'occasion qui est offerte par la crise? En ce moment, on voit des différences majeures entre la gauche et la droite. Je vais vous parler de la scène fédérale, mais on le voit aussi dans les provinces. Si vous écoutez le discours de Erin O'Toole en ce moment, ce qu'il dit, il répète, c'est « nous allons revenir le plus rapidement possible à la situation d'avant la crise ». Donc, il faut revenir en arrière. Avant, ça allait très bien. La crise a tout chambardé ça. Mais une fois qu'on va être sorti de la crise, on va se retrouver en aussi bonne position qu'auparavant. Donc, on ne peut pas dire que les conservateurs ont cette idée de transformation en tête. Pour eux, la crise actuelle ne sera pas un événement de transformation. La gauche, disons le centre, si j'inclus les libéraux du Justin Trudeau, mais c'est plutôt à gauche. Alors, si vous regardez les discours de Trudeau, de Singh, je voudrais rajouter Horgan, par exemple, le premier ministre de la Colombie-Britannique. Pour eux, c'est vraiment l'occasion d'offrir des nouveaux programmes publics. Et on le voit clairement, et le budget l'a montré, là, le plan national de garderie, c'est l'occasion avec la crise d'aller dans cette avenue-là. Les deux camps ont des problèmes à régler en ce moment. Pour la droite, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir justifier
le retour à l'avant-crise, alors qu'il y a des problèmes si importants à régler. Et les partis de droite n'ont pas de réponse encore à cette question-là, et donc ça va être assez difficile pour eux d'offrir une proposition intéressante à la population, puis il y a certainement des élections qui s'y reviennent très rapidement. Pour la gauche, le gros problème, c'est comment financer les nouveaux programmes. Et c'est là qu'on arrive à la question du financement. C'est la question à mon avis, c'est pas les programmes qui vont être importants, ça va être le financement des programmes, ça va être la fiscalité. La fiscalité est figée. Les gouvernements ont été échaudés par des réformes fiscales qui leur ont fait perdre des élections. Pensez à la TPS, par exemple, c'est la raison pourquoi les conservateurs ont perdu l'élection de 93. C'est la même chose en Colombie-Britannique où on a essayé de mettre en place une TPS provinciale, la TVH. Campbell, le premier Gordon Campbell a dû démissionner. Il y avait une fronde à l'intérieur de son parti. La taxe était populaire. Par ailleurs, c'était étonnant parce que juste avant, la taxe sur le carbone avait réussi, mais pas la TPS. Et donc, les gouvernements sont très sensibles et très frileux pour changer la taxation, mais peut-être que justement la population va leur dire c'est le temps de changer la taxation et de penser à financer des nouveaux programmes avec un nouveau système fiscal. Et on en a parlé ce matin, puis c'est sans doute là qu'on va aller, cette idée d'avoir une taxation, un régime fiscal moderne pour le 21e siècle. On a l'impression qu'on est encore un peu figé dans les taxes des décennies passées, mais là, avec toute la question de la mondialisation du numérique, il faudrait certainement repenser la taxation et repenser avec la collaboration des autres pays. Donc, les travaux de l'OCDE auxquels on a fait référence ce matin, très certainement pourrait être une piste à explorer. Deux petits points, puis je vais finir sur ça. Il faut aussi regarder ce que les Américains font. Joe Biden est en train de lancer un plan ambitieux. Et si le Canada ne fait pas la même chose, on risque sans doute d'avoir des inconvénients. C'est-à-dire que les Américains vont aller chercher des gains de productivité que le Canada n'aurait pas. Et pour vous montrer l'importance de la fiscalité, ça commence maintenant. Le budget de la semaine passée, le gouvernement fédéral, il est allé chercher 8 milliards de nouveaux revenus avec des changements fiscaux pour les 5 prochaines années. Si vous comparez avec le programme national de garderie, ça s'élève à 30 milliards pour les 5 prochaines années. On n'est pas du tout dans les réflexions de la fiscalité en ce moment sur la scène fédérale et ça cause problème à mon avis. Donc, je vais arrêter ici, puis on pourra peut-être en discuter après. Merci Geneviève. Je ne t'arrêtais pas, je t'arrêtais moi. Alors, je comprends que je dirais le timing, pour prendre un mot en anglicisme, le timing est quand même bon pour peut-être une réforme de la fiscalité. Il faut garder ça en tête, en fait. Je passerai la parole maintenant à Luc. Luc, qui peut-être va nous donner plus ses réflexions justement sur le sujet, mais plus sur un aspect plus québécois, en fait. Donc, je te laisse la parole. Vas-y, Luc. Oui, c'est ça. Parfait. Merci. Alors, je vais mettre ma présentation. Normalement, vous devriez la voir. Oui. Alors, bonjour. Moi, je vais dans la foulée, dans la continuité de Geneviève, je vais regarder plus un peu l'effet un an après la pandémie, où on se trouve en matière d'indicateurs de finances publiques et les défis pour la suite des choses. Je pense notamment du côté québécois, défis avec la loi sur l'équilibre budgétaire et défis avec le fonds des générations. Alors, pour commencer, regardons le déficit budgétaire du gouvernement fédéral. Donc, sans surprise, c'est un déficit record, 354 milliards. Si on revient il y a un an, là, on parlait au début 100 milliards, 150, 200. Donc, on a fini avec 354 milliards. En proportion de l'économie, en pourcentage du PIB, c'est le déficit le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, oui, c'est un gros déficit. Il y a beaucoup de dépenses, par contre, ou de pertes de revenus qui sont temporaires, qui sont liées avec des programmes spécifiques qui ont une date de fin. Et si bien qu'on voit le retour à un déficit de 30 milliards pour l'année 2025-26. 30 milliards, c'est le niveau visé de déficit que faisait Justin Trudeau et le Parti libéral du Canada en 2019-20 en l'absence de pandémie. Donc, en l'absence de pandémie, il visait un déficit de 28 milliards. Donc, on revient à 30. C'est le seuil acceptable pour le gouvernement libéral. Donc, on voit qu'il y revient avec assez de facilité.
parce qu'il lance des nouveaux programmes. Geneviève en a parlé, des programmes qui ont des coûts récurrents quand même d'une trentaine de milliards pour parler des garderies. Et malgré tout, le retour à l'équilibre budgétaire se fait quand même assez bien qu'il ne soit pas à l'équilibre budgétaire. Si on va du côté du Québec, bien, le sol déficitaire, et on pourrait dire beaucoup plus modeste, entre guillemets seulement 15 milliards. Est-ce que ça sera plus facile de retrouver l'équilibre budgétaire du côté du Québec? Je ne le crois pas. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, ici, le ministre des Finances propose un retour à l'équilibre budgétaire en 2027-28. A priori, on dit plus rapide que l'Ontario. Sauf que quand on regarde ça, on s'aperçoit que tout ce que vous voyez dans le petit pointillé blanc, c'est des écarts à résorber que le ministre n'identifie pas comment il va faire pour les résorber, ces écarts-là. Donc, il y a des arbitrages, des choix qui devront nécessairement être faits. Parce que sinon, on s'aperçoit qu'à partir de 2023 jusqu'à 2027, c'est grosso modo un défi. S'il n'y a pas d'écart à résorber, permettez-moi mauvaise expression, là, mais donc on serait à 7 milliards de déficit annuel qui ne se résorbe pas donc de lui-même. On parle donc d'un déficit qui serait structurel. Du côté de la dette, évidemment, ben, la dette augmente quand on fait des déficits. Du côté du gouvernement du Québec, on s'aperçoit quand même que c'est plus modeste, puis qu'on regarde en proportion du PIB. Ben oui, il y a eu un choc là, pour l'année 2020-2021, mais on voit que tranquillement, l'indicateur recommence à diminuer. Du côté d'Ottawa, ben, les déficits étant plus grands, on voit quand même que l'augmentation de la dette a été plus significative. On passe de 35 à 53 % en une seule année là, en proportion du PIB. Par la suite, ça se stabilise et ça diminue légèrement, mais on voit que c'est quand même plus lent comme diminution du côté d'Ottawa. Ça, c'est les deux principaux indicateurs. Déficit, dette pour les finances publiques. Je vais aller voir du côté des défis maintenant. Je vais aborder avec vous quelques défis. Je vais aller plus spécifiquement du côté du Québec. Le défi du marché du travail. Donc, oui, les emplois perdus en 2020 sont rapidement retrouvés en 2021-22, mais regardez pour 2024-2025 la faiblesse du nombre d'emplois créés. On parle de 17 000 par année. Ça, c'est les chiffres les plus petits des 10 dernières années en termes de nouveaux emplois créés au Québec. Et là, on s'aperçoit que avec ou sans pandémie, on revient rapidement au défi qui était là avant la COVID, qui est défi, comme Yves mentionnait en introduction, défi démographique du vieillissement de la population ou de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, rapidement, on retombe dans cet élément-là. Et ici, juste pour que vous compreniez bien la distinction québécoise par rapport à l'Ontario, on a pris la population des 15 à 64 ans, la population la plus susceptible de participer au marché du travail. Je ne veux pas dire que tout le monde travaille, mais la plus susceptible de participer au marché du travail. En 10 ans, ce bassin-là des 15-64 ans se contracte de 1 % au Québec. On perd 50 000 personnes en âge de travailler, alors qu'en Ontario, ce bassin-là croît de 5 % et il y aura donc 500 000 personnes de plus dans le groupe des 15 à 64 ans en Ontario. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu le clivage et que nécessairement, cet élément-là aura des effets sur la croissance économique attendue dans les 10 prochaines années. Donc, ça se répercute aussi. Il faut le garder à l'esprit. Un autre élément que je voulais aborder avec vous, c'est on a investi. On a investi avec le Plan québécois des infrastructures au Québec, qu'on appelle le PQI, là. Mais malgré qu'on a investi plusieurs milliards de dollars par année, on le voit dans le graphique du bas, là, il y a une accélération des investissements. On parle de 10, 12, 15, 16 milliards par an. C'est quand même des sommes qui sont considérables. Malgré ça, on a un déficit de maintien des actifs. Donc, nos actifs ne sont pas tous en bon état. Il y a des actifs qui sont en mauvais état. On voit qu'on reste autour de, quand même, là, en milliards, là, de beaucoup de déficit en termes de maintien de la qualité de nos actifs. Oui, passé 2025, 2026, ça se résorbe un peu, mais on a quand même un déficit important de ce côté-là. Puis en bas, vous le voyez, pour aider la relance économique, on a misé beaucoup sur les années 22 à 25 où on a fait plus d'investissements. La question qui reste en suspens, c'est de dire, bien, pour les années 29 ou 30, est-ce que les investissements qui sont prévus au plan seront suffisants ou il faudra en rajouter
toujours en termes d'effets ou défis sur le plan de l'équilibre budgétaire. L'autre défi, c'est le défi de la soutenabilité budgétaire, c'est de dire, est-ce qu'avec le vieillissement de la population, est-ce qu'on va être capable de retrouver l'équilibre budgétaire comme le souhaite le ministre, puis de le maintenir par la suite? Ici, ce qu'on voit, c'est les projections de la Chaire à l'heure actuelle. Là, pour les 20 prochaines années, si on ne change pas la fiscalité, les revenus devraient croître annuellement à 3,4 %, mais les dépenses de santé, elles, devraient croître à 4,8 %. Fait que si on veut maintenir l'équilibre budgétaire, il faudrait qu'il y ait d'autres postes qui augmentent moins pour qu'au total, l'ensemble des dépenses croisent au même rythme que les revenus. Donc, ça veut dire qu'il y aura d'autres postes qui vont être un peu laissés pour compte, mais ça montre tout le défi qu'a le ministre pour retrouver l'équilibre budgétaire en période de vieillissement et le défi de le maintenir, cet équilibre budgétaire-là, pour les années futures. Donc, maintenant, pour finir, quoi faire avec la loi sur l'équilibre budgétaire? La loi nous dit que chaque fois qu'on fait un déficit supérieur à 1 milliard de dollars, on doit mettre en œuvre un plan de résorption des déficits sur 5 ans. Donc, c'est ce que le gouvernement aurait dû faire suite au déficit de 15 milliards de l'année passée. Le gouvernement a plutôt choisi de suspendre la loi. Et donc, ça lui laisse un peu plus de temps pour retrouver l'équilibre budgétaire dans la mesure où il remet en place sa loi dans 2 ans. Il y aura donc eu 2 ans de plus indirectement. Ce n'est pas la première fois que la loi est suspendue. Elle a aussi été suspendue lorsqu'il y a eu la grande récession de 2007, 8, 9. Là. Donc, elle a été suspendue une fois. Moi, je crois à la pertinence de la loi. Je crois qu'il faut la remettre, mais s'il faut suspendre la loi à chaque fois qu'il y a une récession, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ces paramètres qui ne fonctionne pas tout à fait. Donc, moi, je serais pour qu'une fois qu'on la remette en œuvre, qu'on en profite pour la moderniser un peu, puis que cette loi-là continue d'exister, mais qu'elle soit un peu plus souple en fonction de la taille du défi du choc économique, qu'on ait entre 3 et 7 ans ou entre 3 et 10 ans, mais peu importe, mais qu'on ait une plage pour retrouver l'équilibre budgétaire plutôt que d'en suspendre son application. Et je termine avec le Fonds des générations. Quoi faire avec le Fonds des générations? Le gouvernement, évidemment, les cibles ne seront pas atteintes. Les cibles que je mentionne là, ratio, dette brute, dette représentant les déficits cumulés, ils ne seront pas atteints, mais ils vont être atteints un petit peu plus tard. Donc, on voit la pente descendante là, dans les graphiques. Donc, ça, ce n'est pas la catastrophe. Mais le gouvernement a choisi de maintenir les versements au Fonds des générations, même s'il est déficitaire. Ça, pour certains, ça peut apparaître bizarre. Moi, je vous dis quand même que c'est peut-être la bonne chose à faire. Peut-être qu'on aurait pu envoyer un peu moins d'argent en revoyant les sommes qui y sont dédiées. Mais je vais vous donner un indicateur pour essayer de vous convaincre. Actuellement, on a 2 points. Notre dette nette au Québec, elle est 2 points plus faible que l'Ontario. Dans 5 ans, elle sera 7 points plus faible que l'Ontario. Ça, c'est l'ouvrage du Fonds des générations. Je pense que la politique de remboursement de la dette par le Fonds des générations, compte tenu du vieillissement de la population, c'est un gage de santé financière pour le Québec. Puis, ça va nous aider à passer à travers les prochaines décennies. Pour le moment, c'est la bonne chose à faire. Alors, merci Yves. Merci Luc. Je vois que la situation semble si mal, mais il y a quand même un cadre assez restrictif au Québec au niveau du cadre budgétaire. Donc, je pense la parole maintenant à Justin. Il va nous parler d'un des grands défis qui est pas presque, mais qui est mondial. En fait, tout le défi des changements climatiques par le biais de ce qu'il va nous donner au niveau de ses réflexions, au niveau de l'écofiscalité. Alors, Justin, je te passe la parole. Merci Yves et merci à la chaire pour l'invitation. Effectivement, on va parler de défis climatiques, mais aussi de tout défi environnemental parce que faut savoir qu'avec cette pandémie, puis on parle beaucoup de justement comment résorber les problèmes économiques, puis comment vraiment se concentrer sur la crise de la COVID. Mais il y a des thèmes qui étaient vraiment sur l'avant-scène auparavant, qui sont vraiment passés en second plan. Et c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui, notamment la question du réchauffement climatique. Donc, la grande question, là, on le sait, c'est que fait-on? Est-ce qu'on utilise cette situation actuelle pour essayer de se transformer? Donc, c'est vraiment, ça rejoint ce que Geneviève disait tantôt, mais là, je vais regarder ça un peu plus précisément sur l'angle de l'écofiscalité. L'écofiscalité, c'est comment utiliser la fiscalité pour essayer d'aider à résoudre les problèmes écologiques. Donc, ce sera en 3 parties.
pourquoi l'écofiscalité, les impacts que la pandémie a eus et les leçons à tirer et les occasions à saisir. Donc, commençons. Pourquoi l'écofiscalité? Donc là, je veux juste vous rappeler en fait pourquoi, on le sait tous, hein, le problème climatique, mais aussi l'acidification des océans, la perte de biodiversité, la surpêche, la déforestation sont des problèmes qu'on appelle super épineux. Alors, c'est une traduction de super wicked problems en anglais, là, parce qu'ils comportent plusieurs caractéristiques, notamment ils sont urgents, donc la nécessité d'agir tout de suite. Ils doivent être résolus, et ça, c'est très, très dur. Ils doivent être résolus par les personnes qui en sont la cause. C'est-à-dire que nous, par nos habitudes, par nos comportements, on est la cause de ces problèmes-là. Et donc, si on veut changer les choses, il va falloir se contrôler. Donc, il y a un problème de contrôle de soi qui est assez ardu. Alors, pour les questions internationales, il y a une autorité centrale faible et il y a aussi une tendance à privilégier le présent sur l'avenir qui n'est pas atténué, au contraire, par le système démocratique, hein, qui structurellement, par le fait qu'il y ait des mandats politiques qui soient de courte durée, n'aide pas à penser à l'avenir. Mais là, j'en ai mis deux en gras, donc des problèmes urgents et le problème de contrôle de soi. Et c'est sur ces deux dimensions-là que l'écofiscalité peut agir. L'écofiscalité, ce n'est pas la réponse à tout, mais ça peut aider sur ces dimensions-là. Alors, le principe, hein, on le connaît tous, hein, le principe de l'écofiscalité, c'est de rendre coûteux certaines actions indésirables à des fins dissuasives. Donc, c'est ça le principe. Je pense que c'est important de le rappeler. Notamment, l'objectif premier de l'écofiscalité, ce n'est pas de générer des revenus. Donc, en tout cas, de mon point de vue, là, en recherche économique là-dessus, c'est vraiment comment contrôler les comportements des gens. Cela dit, il va y avoir des revenus, puis ça, on va pouvoir s'en servir et c'est très bien. Mais les revenus sont une sorte d'effet secondaire, hein, parce que le but premier, c'est de faire réfléchir les consommateurs et les entreprises à deux fois. Est-ce que vous avez vraiment, est-ce que si ça coûte cher de faire telle chose, vous avez vraiment envie de polluer, ou plutôt vous allez utiliser une autre manière de produire vos biens, par exemple, ou alors de vous rendre à votre travail. Et évidemment, c'est comme un sondage qu'on ferait, on demanderait aux gens, si c'était 2 piastres plus cher, est-ce que vous continueriez de le faire? Bon, mais ce sondage-là, pour que la réponse soit sincère, il faut un détecteur de mensonges. Et le détecteur de mensonges, c'est le prix. Donc, il faut vraiment faire payer les gens, sinon on ne va pas avoir une vraie réponse. Et donc, la conséquence, l'effet secondaire, on va dire, de l'écofiscalité, c'est justement qu'il y a des revenus qui sont générés. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser ces revenus et qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien entendu tout l'objet. Donc, les impacts de la pandémie, c'est que nos habitudes ont été modifiées de manière importante. C'est une crise particulière, hein, Geneviève l'a rappelé, c'est une crise qui n'est pas une crise économique, qui est une crise d'ordre de santé publique. Ça a nécessité des changements qu'on a tous vus, le fort virage vers le télétravail qui a eu des impacts, et là je les mets en vert parce que ce sont des impacts qui sont favorables à la nature, on va dire. C'est la réduction du transport de personnes, hein, pas mal de télétravail, beaucoup moins de trajets en auto solo, beaucoup moins de congestion et donc moins de gaz à effet de serre. Il y a aussi eu des effets qui ne sont pas forcément positifs, notamment l'augmentation de l'utilisation de l'électricité. Si on est chacun chez soi, qu'on doit chauffer chacun notre maison, plutôt que d'être tous au lieu de travail, ça nécessite qu'il va falloir utiliser l'électricité à plus d'endroits. Bon, au Québec, l'électricité est propre, donc c'est pas très, très grave, là, mais c'est très secondaire, mais ce n'est pas le cas partout. On a aussi des modifications des habitudes de consommation pour réduire les risques. Et ça, c'est plus précisément dû au fait du confinement. Donc, on a augmenté les transports de marchandises. On se fait beaucoup plus livrer de choses plutôt que d'aller à l'épicerie ou au magasin. Et ça veut dire qu'il y a plus de déplacements qui sont faits par ces choses-là plutôt que de centraliser dans les magasins. Et l'augmentation de l'utilisation de plastique à usage unique. D'ailleurs, il y a même certaines régions, donc Montréal c'en est une, dans lequel il y a eu un recul des interdictions de l'utilisation des sacs plastiques. Et ça, si ça avait été... Moi, je prétends que si ça avait été réglé par l'écofiscalité, on n'aurait pas eu ce problème de recul. Mais plus globalement, on voit qu'il y a un accroissement des priorités individuelles, ce qui n'est pas bon pour l'action collective, alors qu'on l'a vu, les problèmes de pollution et environnementaux sont des problèmes d'action collective. On a aussi une gouvernance et un environnement économique qui ont été modifiés. Donc ça, on en a parlé tantôt. On se rend compte que c'est important d'avoir une économie qui n'est pas totalement dépendante des autres économies. On l'a vu quand il s'agissait des équipements de protection, donc les masques, les aliments aussi. On veut avoir une certaine autosuffisance. Et la question aussi de comment stimuler l'économie après un fort endettement national. Et puis là, je pense que c'était très bien illustré, là, le spectre de droite-gauche
Donc, on le voit avec le budget fédéral qui a été proposé, là, les investissements en infrastructures vertes, donc investir, penser à la croissance verte de demain, les infrastructures, reconversion professionnelle. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité qui est au contraire un désir d'une relance rapide et puis de s'appuyer sur des recettes connues, donc des choses, revenir le plus possible à l'avant-crise. Il y a aussi une refonte de la gouvernance, parce que la pandémie a démontré que les gouvernements pouvaient agir vite. Et ça, on le disait, hein, c'est un problème urgent, là, les super wicked problems. Mais ça, c'est encourageant, évidemment, parce que si on peut agir vite, ben, faisons-le. Hein. On peut, maintenant en santé publique, qui d'ailleurs intègre des paramètres environnementaux, on peut agir vite, faisons-le. Maintenant, il faut aussi faire attention à ce que la concentration du pouvoir qui est permise par l'état d'urgence ne s'installe pas de manière durable. Donc, encore une fois, il y a toujours les deux côtés de la pièce. Les leçons que nous avons à tirer, qu'est-ce qu'on pourrait faire là dans l'immédiat d'un point de vue de la fiscalité? Ben déjà, de manière transversale là, sur tous les secteurs, éliminer les subventions à la pollution. Il y a des subventions, des aides systématiques aux pollueurs qui sont encore existantes, qui sont fréquentes, notamment dans le secteur des hydrocarbures, qui sont à la fois des subventions directes et des subventions indirectes. Ça n'a pas de sens de payer pour encourager la pollution. Et accompagner ça d'une écofiscalité qui serait progressive, évidemment, progressive c'est bien ce que ça veut dire, hein, c'est que les riches paieraient plus, et généraliser donc l'imposition d'activités polluantes. Elle permet de réduire évidemment ces activités-là, générer des revenus qui pourraient être utilisés pour financer au moins partiellement la formation continue pour soutenir la transition énergétique. Et sur les mesures sectorielles, on peut repenser la mobilité. On l'a vu, la grande leçon du confinement de 2020, c'est que le télétravail à grande échelle, c'est possible, alors que les entreprises nous disaient, bon, ça, on ne peut pas le faire, télétravail, vous êtes fous, ça ne marchera pas, alors qu'on l'a vu très bien, on a pu se retourner sur un DISAN, et donc ça réduit les gaz à effet de serre, ça réduit la congestion routière, il y a un gain de temps dû aux déplacements évités, il peut y avoir des économies d'espace de bureaux pour les entreprises, évidemment. Il faut penser au risque de contagion accru si on se ramasse tous dans le même bureau en partageant jour après jour. Mais donc ça, c'est vraiment la grande leçon. On pourrait même penser, pour encourager cette durabilité du télétravail, on va même penser à l'écofiscalité pour institutionnaliser le télétravail après la crise dans les secteurs qui le permettent. Limiter les voyages d'affaires, organiser des congrès en ligne. Donc là, on est bien placé on a un congrès en ligne actuellement. Bon, évidemment, on est encore en plein dans la crise, mais peut-être qu'après, on pourrait moins se déplacer pour ces choses-là, pour juguler la croissance du transport aérien plutôt que de subventionner ce secteur. Donc, je termine avec l'écofiscalité, c'est un outil pour modifier les habitudes des citoyens et des entreprises, mais la pandémie a déjà beaucoup modifié ces habitudes. Donc, est-ce que l'écofiscalité est toujours utile finalement ? Je réponds oui à cette question parce que les habitudes n'ont pas toujours changé dans le bon sens. On a parlé des plastiques à usage unique, on a parlé de beaucoup de livraisons là, de matériel. Il y a un désir intense de retour à la normale qui pourrait anéantir les efforts déjà réalisés. Donc, il faut continuer à se discipliner d'une certaine manière. Et puis là, je boucle la boucle avec Geneviève, c'est-à-dire qu'on est sorti de nos habitudes, on est sorti de nos ornières. Donc, c'est le moment idéal pour réfléchir à la société qu'on veut façonner. Donc, Peacock et Wiseman, là, donc cette théorie-là, ça s'applique vraiment bien. Là, on a changé nos habitudes. Eh bien, profitons-en. Donc, je vous remercie. Ce que j'ai présenté, c'est inspiré d'un chapitre d'un ouvrage qui va paraître, on l'espère, à l'automne, Le monde d'après, par Frédéric Mérand et Jennifer Welsh, Université de Montréal, et coécrit par mes collègues ici. Je vous remercie. Merci beaucoup, Justin. Extrêmement intéressant. Et je retiens beaucoup ta dernière phrase. Je dis que c'est une occasion de changer. Et ça, je trouve ça intéressant. Puis, on pourra refaire l'occasion d'en discuter dans notre discussion. Je veux rappeler aux gens dans la salle que si vous avez des questions à poser, gênez-vous pas. On va passer à la période de discussion. Moi, j'ai une foule de questions. Si la salle n'en a pas, moi, j'en ai beaucoup. Ma première, toujours dans l'esprit de changement, ce matin, on parlait vraiment d'une révolution mondiale, par exemple, au niveau de la fiscalité. Ça, je trouvais ça intéressant. Donc, ça, c'est vraiment un aspect de changement parce que c'est comme tous les pays qui se mettent ensemble pour revoir la fiscalité. Et là, j'entends des bribes. Bon, on parle d'éco-fiscalité, on parle dans la capsule, par exemple, on a parlé aussi de faire
solution de rehausser, par exemple, le gain en capital, la question du gain en capital, ou de faire un minimum sur les profits. Ça, c'est des hausses de taxes, en fait, qui vont toucher finalement le consommateur. Et je me demande, est-ce que ça ne serait pas l'occasion, justement, quand on est dans une période de transition, de changement, est-ce que ce n'est pas l'occasion de faire une grande réforme fiscale au niveau canadien et au niveau québécois, tous ensemble? Est-ce que c'est le bon moment de le faire? Est-ce que ça serait acceptable au niveau des politiciens, étant donné qu'évidemment, on est presque en campagne de politique actuellement? Est-ce qu'on aura des élections fédérales? Les élections provinciales, c'est quand même l'année prochaine. Donc, est-ce que ça serait un bon moment pour faire vraiment une réforme fiscale au Canada? Je vous lance la question aux trois. Libre à vous de répondre. Je ne sais pas qui veut commencer. Geneviève, je pense qu'elle a ouvert son micro. Pour dire que j'ai bien envie d'entendre Luc à ce sujet-là, parce que je pense qu'il a essayé de réformer la fiscalité. Oui, j'arrive justement avec ça. Je veux juste 2 points. À mon avis, oui, mais c'est toujours extrêmement risqué politiquement. C'est peut-être un peu moins risqué en ce moment parce que justement la réticence des gens est peut-être un peu moins forte là qu'elle l'était précédemment. Il y a eu un changement majeur, à mon avis, qui s'est produit quand Justin Trudeau a été élu en 2015. C'était la première fois en 15-20 ans qu'on entendait un parti politique dire, enfin un des grands partis politiques dire on est prêt à augmenter l'impôt de certains. Pendant des années, des décennies, c'était autant chez les libéraux que chez les conservateurs, c'est on va baisser les taxes pour tout le monde. Donc, on prenait les riches et les pauvres. Puis Justin Trudeau a changé ce dialogue-là, puis ça a été comme ça l'a séduit l'électorat. Là. Il a gagné majoritaire son mandat en 2015. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe, puis la crise va sans doute aider ça. Maintenant, oui, 2 choses, je voulais dire. Il va y avoir une réflexion mondiale, à mon avis, qui va se faire et ça ne sera pas juste canadienne. C'est peut-être ça qui va aider le Canada aussi. C'est que si d'autres pays font des réformes puis que ça demande l'aide de tous, par le numérique, par l'éco-fiscalité, par exemple, ou peut-être juste par Joe Biden qui décide que moi, je vais augmenter l'impôt des entreprises, ce qui est quand même assez nouveau, ça pourrait aider. L'autre chose que je n'ai pas encore entendue, puis je pense qu'il va falloir y réfléchir, c'est taxer la classe moyenne. Parce que là, en ce moment, tout ce qu'on dit, c'est on va taxer les plus riches. Donc, qui sont les plus riches? On va les identifier, puis on va les taxer. C'est à peu près ça le discours qu'on a. Mais si collectivement, on veut plus de services, comme un service national de garderie, c'est pas taxer la classe moyenne. Oui, peut-être taxer un peu plus, je veux dire, c'est pas taxer les plus riches. Peut-être les taxer un peu plus, mais il va falloir que la classe moyenne, il va falloir que nous tous payons pour ça. Puis la question va être, est-ce que ça me coûte plus cher d'aller dans le privé que dans le public? Ça va être comme ça qu'il va falloir aborder la question. Puis voir qu'est-ce que le public peut faire d'intéressant, puis qu'est-ce que le public ne devrait pas faire. Mais ça, je ne suis pas sûre qu'on va avoir cette conversation-là, mais ça serait là qu'il y aurait une réforme, à mon avis, si on réfléchit à pourquoi est-ce qu'on paierait des services publics, nous, collectivement, et pas juste les plus riches, parce que si c'est juste les plus riches, on n'aura jamais assez d'argent, à mon avis. Je vais prendre la balle au bon. Oui, vas-y. Je vais commencer par une petite anecdote. La chaire, depuis 2003, pose périodiquement la question, sous forme de sondage aux Québécois, par rapport aux services publics dont vous bénéficiez, avez-vous le sentiment de payer assez, correctement, pas assez, trop d'impôts? Puis c'est toujours à plat de couture, les gens ont le sentiment de payer trop d'impôts. Ça a monté autour de la commission Charbonneau, c'est monté jusqu'à 70% le sentiment de payer trop d'impôts. Mais ça avait toujours été au-dessus de 50%. Sauf quand on a fait le sondage quelques mois après la pandémie, où là, les gens ont on dit, ouais, finalement, il y a encore un sentiment de payer trop d'impôts, mais on est passé sous le seuil psychologique de 50%. Il y avait moins de 50% des gens qui pensaient en payer trop. La question, c'est est-ce que cette tendance-là était éphémère, post-pandémique, ou elle va durer un peu? Mais ça amène à une question de timing pour une réforme de la fiscalité. Oui, ça veut dire que c'est un bon moment. Évidemment, si on est au fédéral, tu t'annonces pas une réforme de la fiscalité 3 mois avant d'aller en élection si les paramètres ne sont pas contrôlés. Fait que ça, il faut le prendre en compte.
Depuis que le gouvernement libéral, gouverné par Justin Trudeau, est là, ils en ont fait un peu de réforme de la fiscalité. En élection, comme Geneviève le disait, ils ont dit on va augmenter l'impôt des plus riches pour réduire ceux un peu de la classe moyenne. Et ça, il n'y a pas eu trop de... ça a été facile à faire. Après ça, ils ont réformé le régime de pension du Canada, qui est un exemple de on va bonifier vos services publics, mais vous allez payer par des cotisations accrues. Ça aussi, ça a été facile à faire. Et là, ils sont peut-être arrivés avec un petit peu trop de confiance, puis ils ont arrivé avec la réforme Morneau en plein milieu d'un été. Et là, pendant quelques semaines, on pensait que tout allait bien, mais finalement, les gens se regroupaient et finalement, ça l'a pas bien passé. Donc, c'est toujours difficile de faire réformer la fiscalité, mais on voit qu'il y a quand même des exemples où ça a pu fonctionner. Je pense que la porte d'entrée resterait quand même, on va réviser la panoplie des dépenses fiscales qu'il existe pour voir si chaque milliard dépensé en dépenses fiscales reste pertinent. Je pense que ça reste quand même une belle porte d'entrée. Puis je suis assez d'accord avec Geneviève sur l'idée, si on veut, puis moi, je n'ai pas d'a priori là, sur on veut plus de services publics, on va avoir plus d'impôts pour les payer. Fait a priori, c'est correct. Puis si on veut un gouvernement se fait élire avec la promesse de baisser les impôts, mais ça veut aussi dire qu'il y aura moins de services publics. Donc, mais c'est vrai que si à terme, on veut plus de services publics, on ne peut pas juste penser que ce sera juste les plus riches, le 1% au-dessus, qui va payer pour l'ensemble de la population. Donc, il faudrait penser à ça. Puis moi, là, j'ai une faiblesse, là, je l'avoue. Quand je regarde la fiscalité canadienne, comme quand je regarde la fiscalité québécoise, je me dis, bien, si on peut augmenter l'impôt des plus riches un peu, mais ça reste, si on veut aller chercher des milliards, c'est par la TPS qu'on peut aller chercher des milliards auprès de tout le monde pour bonifier les services publics avec le moins d'effets dommageables. Cela dit, avec Yves, on a travaillé à la commission d'examen sur la fiscalité québécoise il y a 5 ans, puis on s'est aperçu que malgré l'appétit initial, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que l'appétit disparaisse avec la difficulté de mettre en œuvre certains éléments, dont augmenter d'1 point la TVQ pour rééquilibrer un peu le dosage des impôts. Je relance un peu la question. Au lieu de faire une réforme fiscale à ce moment-là, est-ce qu'on devrait plus aller dire, bien, si on veut faire tel programme, genre revenu minimum garanti, genre assurance médicaments au Canada, est-ce qu'on ne devrait pas y aller à la pièce, c'est-à-dire on met un programme d'assurance médicaments, on le finance de telle façon. Donc, un lien direct entre le programme et le financement, au lieu d'aller dans une réforme complète d'un système, tout simplement. Je vais continuer, plus mon micro est ouvert, je vais continuer de répondre. Ça marche, Yves, ce que tu dis, en partie. Si c'est un programme qui bénéficie à l'ensemble de la population, on peut dire on va le faire comme ça. Tu sais, comme je reviens avec le régime de pension du Canada, RRQ, tu le bonifies, à peu près tout le monde en profite, puis tu augmentes les cotisations de ceux qui vont en profiter, donc ça se fait assez bien. Si on arrive pour un revenu minimum garanti, puis là on dit on fait ça, puis ça coûte X milliards, peut-être que l'adhésion va être moins grande auprès de la classe moyenne qui en profiterait peu de ce revenu minimum garanti, ou qui aurait le sentiment d'en profiter peu. Peut-être que là, l'adhésion serait un peu moins forte, là. Mais oui, c'est sûr que si on est capable de cibler les bénéficiaires dans la réforme, ça peut passer, mais ce n'est pas toujours, à mon avis, évident. J'ai une question du public. Justin, je vais revenir à toi pour des questions bien précises en éco-fiscalité qui va toucher tout le monde en même temps, mais j'ai une question du public ici. On dit que dans le cadre de nouvelles options de financement, en mars dernier, Québec solidaire a proposé un impôt sur les actifs, pour un impôt de 0,1 % sur patrimoine supérieur à 1 million de dollars. Que pensez-vous de ce type d'imposition? Il y en a qui veulent se lancer. Peut-être Luc a une meilleure idée que moi sur ça, mais avant de commencer à trouver des nouvelles sources fiscales, il faudrait regarder aussi les effets pervers. Alors, on sait qu'en général, les plus riches ont une tendance à la mobilité plus élevée. Et donc, la fiscalité a un plus grand impact sur leurs décisions. Donc, est-ce que ça risquerait pas de diminuer notre stock d'actifs? Et si oui, c'est quoi les conséquences? Est-ce que c'est désirable ou non?
on fait souvent un parallèle avec l'Europe où il y a l'impôt sur les fortunes. C'est un peu inspiré dans cette mouvance-là. Au Canada, il n'y a pas beaucoup d'actifs puis des fortunes parce qu'on est un jeune pays comparativement aux vieux pays européens et donc la situation est différente. Ici, on va plus taxer le foncier. Le foncier est plus taxé qu'en France. Donc, on s'adapte à notre propre situation. Puis, je suis pas sûre que d'aller vers ce que les autres pays font, c'est nécessairement la bonne recette pour nous autres. Alors, l'idée, on peut y penser, on peut y réfléchir, mais je suis pas convaincue que c'est une manne d'argent neuf auquel on n'avait pas pensé puis qu'on peut taxer. Il faut faire attention, comme je disais, avec les plus riches qui ont cette mobilité-là que les gens ont pas. Et aussi, toujours cette notion, ça revient peut-être à la première question d'Yves, cette notion de on va faire payer ceux qui reçoivent les services ou on va faire payer ceux qui sont riches. C'est un peu dangereux d'y aller, j'appelle ça un peu du clientélisme, alors d'y aller de ben vous êtes les bons, vous êtes les méchants, donc vous allez être traités de telle façon. Il y a cette notion de solidarité. Et ça marche de même ici au Canada, dans à peu près toutes les démocraties. L'argent n'est pas dédié. L'argent que l'État collecte s'en va dans le fonds consolidé, là. Ça veut dire dans un gros compte de banque là, virtuel. Puis à partir de ça, on va payer différents services. Puis ce fonds collectif-là, c'est ça la solidarité collective face à l'impôt. Puis il ne faudrait pas avoir différents fonds dédiés. Bon, ben oui, j'ai une caisse pour ci, j'ai une caisse pour ça. Je pense qu'on perdrait quelque chose, il faudrait faire attention. Je compléterais, Yves, sur cet élément-là. Effectivement, quand on parle d'imposer la richesse, mais appelons ça le patrimoine, là, au sens de l'OCDE, là, tous les impôts qui concernent le patrimoine sont regroupés. Il y a l'impôt annuel sur le foncier, ce qu'on utilise beaucoup, comme Geneviève le disait, au Canada. Il y a l'imposition au décès, puis il y a l'imposition annuelle de la richesse. Bon, au Canada, on n'utilise pas l'impôt annuel sur la richesse, puis on n'utilise pas les impôts au décès, donc il reste juste l'impôt foncier. Mais malgré tout, on est en tête des pays pour l'utilisation de l'imposition du patrimoine, les trois formes ensemble. Donc, il faut d'abord reconnaître qu'on le fait d'une certaine façon. Les impôts annuels sur la richesse, même en Europe, ne sont plus à la mode. La Suède l'a abandonné. Là, je n'ai pas tous les pays, mais il y a beaucoup de pays qui l'ont abandonné. Même la France, sous Macron, l'a ratatiné beaucoup, cet impôt annuel sur les grandes fortunes. C'est rendu sur les actifs immobiliers seulement, ça a été ratatiné. Donc, dire qu'à chaque année, on va imposer la richesse, ça me semble moins porteur. D'autant qu'on fait déjà beaucoup avec le foncier. À la limite, si on voulait explorer, j'aurais une ouverture un peu plus grande à dire on va regarder au décès. Premièrement, parce que ça ne revient pas chaque année. Puis parce qu'on sait qu'un jour, tout le monde va mourir. Donc, puis à la mort, les gens ont tendance à se plaindre un peu moins qu'annuellement d'un impôt. Donc, pour ces raisons-là, s'il y avait une nouvelle source à explorer, ce serait plus de ce côté-là. Merci. J'adresse ma question peut-être à Justin. Je trouve que l'éco-fiscalité, c'est le fun parce que là, on peut vraiment cibler la clientèle. C'est-à-dire, on cible les pollueurs comme tel. Je me demande, est-ce que l'éco-fiscalité, c'est le seul moyen, finalement, de lutter contre les changements climatiques? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'on peut utiliser les interdictions, etc.? Est-ce que ça fonctionne aussi? Oui, alors l'éco-fiscalité, c'est évidemment, moi je présente ça aujourd'hui en 8 minutes, là, mais c'est juste une des solutions possibles. Puis c'est pas une solution, celle-là ou une autre, c'est celle-là et les autres. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller de plus d'outils possibles parce que toutes les situations ne se prêtent pas à l'éco-fiscalité comme toutes les situations ne se prêtent pas à l'interdiction. Donc, on peut tout à fait avoir de la réglementation sur comment utiliser tel ou tel procédé. Donc, mais par exemple, l'éco-fiscalité a quand même un avantage qui est la flexibilité. Donc, par exemple, là, je parlais dans ma présentation rapidement là, de l'utilisation, de l'interdiction d'utiliser des plastiques à usage unique, là, qui a à Montréal, on a reculé sur cette interdiction-là parce que, évidemment, les gens se sont bien rendus compte que en temps de pandémie, là, maintenant, le sac plastique, c'est quand même quelque chose d'utile. Mais c'est pas une bonne chose là, quand on recule sur des règles, surtout que ça n'a pas été un recul officiel, en tout cas pas au début. C'est qu'il y a certains magasins qui disaient bon, bah, écoutez, tant pis, là, c'est pas grave, là, c'est la pandémie. Donc, il y avait un flou réglementaire autour de ça. Avec l'éco-fiscalité, si on dit, ben voilà, le sac plastique, ça coûte 50 sous, je sais pas, je dis un nombre au hasard, ben, en temps de pandémie,
là, le gouvernement aurait pu dire, bon, ben là, on est en temps de pandémie, écoutez, c'est beaucoup plus important d'éviter les risques. On va baisser, pas de 50 sous, puis on va le mettre à 5 sous, ou peut-être qu'on va même le mettre gratuit temporairement, mais disons qu'on peut régler le prix en fonction de l'utilité que ça va avoir, qui sera pesé, évidemment. Il y a toujours cet aspect pollution, mais si l'aspect sécurité et santé publique vient compenser, à ce moment-là, peut-être que le prix devrait changer en conséquence plutôt que d'avoir, comme je le dis, un flou un flou réglementaire. Donc, il y a cet intérêt-là de l'écofiscalité quand même. Okay, c'est intéressant. Et peut-être une dernière question en terminant qui touche encore l'écofiscalité. Ça peut aussi toucher les finances publiques comme thème aussi. Beaucoup parlé de changement d'habitude, de télétravail, d'institutionnaliser le télétravail, peut-être même d'utiliser l'écofiscalité pour encourager justement ce télétravail-là. Et d'un autre côté, on voit les gouvernements qui veulent dépenser en infrastructure. On pense au troisième lien, on pense au REM, on pense au métro, l'agrandissement du métro. Ça, ce sont des infrastructures qui veulent amener beaucoup des gens au centre-ville. Là où peut-être que les besoins seront moins pressants qu'ils étaient. Là, je me pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas s'asseoir encore 2 minutes et réfléchir comme il faut, repenser ces projets-là en fonction de, justement, cette nouvelle réalité du télétravail, ou c'est juste le télétravail, c'est juste temporaire, puis on va revenir comme avant, en fait, rapidement. Est-ce que je peux peut-être commencer? Ouais. Écoute, dans les 3 projets que tu dis, le troisième lien, c'est un lien pour faire passer des voitures, alors que les 2 autres, c'est vraiment du transport en commun. Donc, il y a clairement une distinction entre les deux. Puis, je pense que ce soit le REM ou agrandir le métro, là, ce sont des choses qui vont permettre justement d'avoir un impact positif là, sur l'environnement, disons, au sens large, par rapport à si des gens utilisaient leurs autos. Mais moi, je pense que c'est tout à fait le. Je pense pas c'est pas parce que les gens vont plus travailler ou moins travailler, parce que quand je parle de institutionnaliser le télétravail, alors c'est pas que tout le monde devrait rester chez soi tout le temps là, mais je pense on imagine très bien, on a tous découvert que si on pouvait travailler à la maison une couple de jours par semaine, là, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. À la fois, comme je vous disais, on économise sur les temps de transport et choses comme ça baisse la congestion. Ça peut être intéressant de faire ça. Le problème, c'est que les entreprises pourraient ne pas vouloir faire ça après la pandémie, dire non, on revient à ce qu'il y avait avant. Et là, moi, c'était un petit peu comme ça à la blague, parce que je ne l'ai pas étudié vraiment de fond, mais on pourrait dire utiliser une mesure d'écofiscalité, sachant que le fait que les gens travaillent de la maison quelques jours par semaine, c'est quelque chose de globalement bénéfique pour l'environnement. On pourrait imposer aux entreprises, pour les secteurs et puis pour les métiers qui s'y prêtent, de dire, voilà, on a une norme de 3 jours par semaine au bureau, 2 jours par semaine à la maison. Si vous voulez faire venir vos employés plus souvent au bureau, là, il va falloir dépenser une taxe, en fait, tout simplement. Super. Merci beaucoup. Écoutez, c'est le temps qu'on a, même j'ai encore des tonnes de questions. Donc, je vais laisser le mot de clôture à Luc, de finir le panel et aussi de finir la journée, finalement. Donc, je remercie l'ACFAS aussi et tout. Donc, merci beaucoup. Alors, je te laisse la parole, Luc, pour la fin. Bien, merci Yves. Donc, dans le fond, juste pour terminer sur le point on a parlé de réforme de la fiscalité. Je pense que c'est écrit dans le ciel que réforme de la fiscalité, ça va rimer avec écofiscalité. Puis, Justin l'a bien mentionné, tantôt, faut qu'il y ait un prix à notre pollution. Puis en ce moment, le prix de l'essence, il est moins cher qu'il y a 5 ans. Donc, le signal n'est pas, malgré la bourse du carbone, malgré le SPEP, donc le signal n'est pas encore très fort. Je pense que ça prend un choc pour que les gens réagissent. Mais ça, ce n'est pas mon mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est merci tout le monde d'être venu. Donc, au nom de la chaire en fiscalité et en finances publiques, merci à l'ACFAS, à l'Université de Sherbrooke, à l'École de gestion, aux animateurs, aux animatrices, aux panélistes, puis à l'ensemble des participants. Et merci aux collègues qui ont organisé l'événement. Donc, je pense particulièrement à Lynn, Suzy et Julie qui ont travaillé fort pour que cet événement-là soit des plus intéressants. Puis mon dernier mot, je vous invite à une autre journée de réflexion sur les finances publiques, le 2 juin cette fois, où on va prendre la grille un peu plus de soutenabilité. On va regarder pour les 3 niveaux de gouvernement, le fédéral,
où on aura le directeur parlementaire du budget, le Québec, les municipalités. Est-ce que les finances publiques à long terme sont soutenables? Une manière, encore une fois, de mieux cerner les défis qui nous attendent. Alors, merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Merci.